quand je prends mes fonctions, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il faut connaître l'environnement dans lequel je vais évoluer. Donc je fais le tour de toutes les îles françaises, Guadeloupe, Martinique, je visite le dispositif de la sécurité civile, les militaires, les forces françaises, etc. Et je prends le temps de comprendre comment c'est... Et le seul truc que je n'avais pas anticipé, c'est que j'avais complètement oublié, même si ça devait être marqué dans les fiches conseil aux voyageurs, que c'était sismique, mais plus personne ne s'en souvenait. Je suis pas loin de mettre le point final à mon télégraphe diplomatique, quand tout d'un coup, je sens mes jambes qui bougent toutes seules. C'est quand même très très bizarre. Et puis je sens le sol comme si les choses étaient molles, comme les mondes de Dali, de trucs bizarres. Donc je me lève, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc pour dire, je n'y pense même pas à ce moment-là. Et c'est au moment où je commence à entendre une espèce de bruit bizarre, toute la charpente de l'ambassade qui bouge, tout se casse la figure, les objets. Et c'est en voyant les objets tomber que seulement, vers quelques secondes plus tard, je réalise que c'est un séisme. C'est vous dire à quel point, en fait, c'était loin de... Et je vous dis ça parce que, en fait, il s'est passé un truc atroce, enfin, il y a beaucoup de choses atroces, mais ceux qui sont censés être en première ligne pour aider, c'était les Nations Unies, eux-mêmes s'étaient foutus dans un immeuble qui n'était pas parasismique et qui était adossé à une espèce de pente de falaise. Le truc s'est effondré comme un millefeuille. Voici les dernières images reçues d'Haïti. Et d'abord, celle d'une population terrifiée qui va se réfugier sur les hauteurs de la ville dans la crainte de nouvelles répliques. Ce sont aussi ces scènes terribles de morts et blessés, entreposés par les survivants comme ils le peuvent. Selon les témoignages, aucun bâtiment à étage n'a résisté. Tous les grands édifices publics ont été détruits, le palais présidentiel, la cathédrale, la mission des Nations Unies. Le centre-ville est jonché de cadavres et de blessés. Le ministre français des Affaires étrangères a confirmé que l'ambassade de France avait été à moitié détruite et que sur les 1500 Français de Port-au-Prince, 200 avaient pu trouver refuge à proximité. D'abord, il faut avoir à l'esprit que le tremblement de terre en Haïti, ça a été la première crise majeure à laquelle le centre de crise a été confronté. Donc je l'ai appris de la façon la plus simple. J'ai eu un coup de fil de Didier Lebray, qui était l'ambassadeur en Haïti à l'époque, et qui m'a dit, voilà, c'est terrible, tremblement de terre, tout est cassé. Donc on a mis en place immédiatement une cellule de crise, immédiatement, ça veut dire à 23 heures, et la cellule de crise a commencé à mobiliser les moyens de la défense, les moyens de l'intérieur, c'est-à-dire la sécurité civile, et puis enfin des moyens médicaux. C'est dans ce monde de chaos et de désolation qu'en France, le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur envoient entre le 13 janvier et le 22 février le plus important détachement de la sécurité civile française jamais envoyé sur un théâtre d'opération. Ce sont plus de 770 sapeurs-sauveteurs, pilotes, sapeurs-pompiers venus des 4 coins de France métropolitaine et d'outre-mer qui, 6 semaines durant, vont s'arc-bouter contre le destin pour défier les heures qui passent et entraînent avec elles les derniers souffles de vie que l'on perçoit encore sous les décombres. C'est hyper dur. Moi, avec mes équipes, on est depuis 3 jours, on n'a pas fermé l'œil. Tout le monde bosse à 150%. Heureusement, on a du renfort de Paris là, qui arrive, donc ça va nous soulager. Mais la pression est vraiment très très forte. On a évacué hier par 3 casas, 3 rotations de 30 personnes, les blessés les plus graves. J'avais des blessés très sérieux. Il fallait absolument les évacuer. C'était une question d'heure. Plus vite on associe la réflexion sur la reconstruction, sur l'accompagnement de réseaux de communication fiables et durables dans le temps, sur des réseaux de soins, de prévention, des maladies épidémiques, de nutrition. Tout ça, il faut y penser dès les premiers jours, peut-être même parfois dès les premières heures. À prendre en compte dans le pont aérien, par exemple. On peut, s'il reste de la place en fret, faire rentrer déjà certains matériels qui seront utiles que dans 1 ou 2 mois. Donc cette logique de projection dans l'avenir dès les premières heures, c'est pas naturel, parce que dans les premières heures, vous êtes attiré par ce qui se voit. Il faut prendre un peu de recul et penser à ce qui ne se voit pas encore, mais naîtra demain. C'est une des originalités du fonctionnement de notre structure, c'est qu'elle n'est pas seulement dans la réponse aux crises, dans la gestion d'urgence, dans le secours aux Français qui sont sinistrés ou aux autres, mais elle est également dans la réponse humanitaire. Ça aurait pu être ailleurs, mais bon, on a choisi de le faire là. Et c'est un gage aussi d'unité dans l'action. C'est-à-dire que ce qui fait, je pense, aujourd'hui la force du CDC, c'est qu'on ne pense pas seulement soutien aux communautés françaises, mais immédiatement, on pense plus large.
Quand nous, on a évacué des Français dans l'espèce de rotation de noria d'avions qu'on a mis au départ de la Martinique et de la Guadeloupe, on n'y a pas mis que des Français, on y a mis des Haïtiens, soit qui bossaient pour nous, soit qui étaient en urgence vitale, etc. Donc on n'a pas fait de distinction. On l'a fait à la manière dont la France considère un système d'urgence, c'est-à-dire on ne demande pas aux gens ni leur carte d'identité, ni qui ils sont, ni leur pédigré. Je veux dire, on sauve les gens là où ils sont quand ils en ont besoin.